Bonjour à tous. Alors, vu les topos d'avant, moi je vais rester dans les choses beaucoup plus simples parce que vous vous en doutez, il y a moins de nouveautés dans le domaine. Tout d'abord, merci à tous d'être là. Merci à la SFAR de m'avoir invité. Donc, je vais vous parler en effet de la gestion des antiépileptiques durant la consultation d'anesthésie. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je vais diviser mon topo en deux grandes parties. En fait, la première, ça va être la chirurgie générale. Finalement, c'est le patient qui a des antécédents d'épilepsie que vous allez prendre en charge. Qu'est-ce que vous faites de ces traitements? Comment vous pouvez optimiser finalement le périopératoire pour sa prise en charge? Et après, je vous parlerai de la spécificité de la neurochirurgie, où là peut se poser la question d'une prophylaxie. Et ça sera un petit peu justement les questions de nouveauté là-dessus, si on peut dire. Tout d'abord, un peu d'épidémiologie. Donc, l'épilepsie, finalement, n'en pas. C'est des chiffres de l'HAS de 2020 en Europe. La prévalence, alors, chez l'enfant et l'adolescent, on est aux alentours de 5 pour 1000. Pour l'adulte de moins de 65 ans, on passe à 6 pour 1000. On arrive à 7 pour 1000 lorsqu'on a plus de 65 ans. Au niveau mondial, ça fait quand même 46 millions de personnes environ, quel que soit le type d'épilepsie, avec 68 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Quand on parle d'épilepsie, on parle de beaucoup de choses différentes. Là, c'est plus l'expertise de nos confrères, les neurologues. Là, je vous ai mis donc finalement la classification qui date de 2017 sur les différents types d'épilepsie. Il y a toujours le type de crise, le type vraiment de la maladie, l'épilepsie, et puis après, il y a le syndrome épileptique. On ne sort pas des grandes généralités que vous connaissez. Il y a la crise généralisée et la crise partielle. Souvent, voilà, ça va être le neurologue qui va faire affaire à ça et qui va devoir classer le type d'épilepsie du patient. Ça va interagir. Pourquoi nous, on en parle en tout cas en périopératoire? C'est parce que ce qu'on va faire, nous, au quotidien, que ce soit sur une chirurgie programmée ou sur une neurochirurgie, on va finalement risquer de décompenser sa maladie ou de mettre en place des facteurs de risque de crise d'épilepsie en périopératoire. Il y a tout d'abord le gros bloc de tout ce qui va être médicaments, que ce soit sur sa prise de médicaments, et on en reparlera derrière. Est-ce que ces médicaments, finalement, on va les arrêter ou on va modifier les dilutions, par exemple, typiquement sur des chocs hypovolémiques majeurs de ces antiépileptiques? Est-ce qu'il va y avoir des interactions médicamenteuses avec l'ensemble de nos médicaments? Est-ce qu'il va y avoir des facteurs confondants? Alors là, je vous ai mis l'intoxication alcoolique ou surtout les autres toxiques, typiquement les bêta-lactamines dont on parle souvent. Et puis, il va y avoir tout le périopératoire, où là aussi, on va mettre des conditions qui vont peut-être décompenser sa maladie déjà existante, tout ce qui est fièvre, sepsis, tout ce qui est troubles métaboliques énormément, avec toutes les hypos finalement, que ce soit les hyponatrémies, les hypomagnésémies, les hypocalcémies et l'hypoglycémie dont tout le monde parle. Tout ce qui va aussi modifier finalement le débit cérébral avec le bas débit cérébral, que ce soit secondaire à finalement des événements hémodynamiques, mais aussi tout simplement liés à l'hypocapnie. Donc finalement, c'est des facteurs qui vont risquer de favoriser une crise d'épilepsie. Et enfin, il y a toute la partie émotionnelle liée au manque de sommeil, à les émotions fortes, surtout qu'on est dans des chirurgies lourdes type cancéro. Tous ces facteurs de risque donc, peuvent provoquer un déséquilibre dans leur maladie chez les patients qui ont énormément de médicaments potentiels. Les neurologues ont un arsenal thérapeutique assez fort et assez chargé au niveau des antiépileptiques. Il y a plein de molécules qui sortent un petit peu régulièrement. Alors nous, on ne les voit pas forcément parce que c'est souvent des troisièmes lignes. Il y a toutes les molécules qui vont chercher à diminuer l'excitation neuronale et toutes celles qui vont augmenter l'inhibition neuronale. Je vous ai encadré celles que vous connaissez, celles que vous voyez le plus, surtout en diminution d'excitabilité neuronale. Et actuellement, souvent, ce qu'on voit apparaître, c'est le locazamide, c'est le Vinpat qu'on voit de plus en plus. Il faut savoir que nos patients, quand ils vont arriver, généralement, ils vont être sous monothérapie. Les neurologues, dans leurs recommandations, en fait, vont mettre une première molécule, ils vont adapter cette molécule, ils vont augmenter progressivement les doses. Souvent, ils ont accès à des dosages plasmatiques pour s'aider. Et en cas d'échec, ils vont essayer une nouvelle molécule. C'est rare qu'on arrive chez des patients qui vont avoir des bithérapies ou plus. Donc, la plupart des patients que vous allez voir, c'est des monothérapies. Il va falloir gérer son traitement habituel.
Qu'est-ce qu'on propose ? Ce n'est pas grand-chose de nouveau. À l'heure actuelle, il faut surtout maintenir au maximum les antiépileptiques, maintenir son schéma thérapeutique habituel. Donc si le patient, souvent c'est 2 prises, une le soir, une le matin, bien sûr qu'il ait bien ses prises avant et après le bloc opératoire. Aucun arrêt, il faut s'organiser pour. Essayer de prévenir tous sont les facteurs de risque dont je vous parlais tout à l'heure, finalement de décompensation, typiquement les troubles métaboliques, la surveillance de la glycémie si nécessaire, éviter les hypoxies, les bas débits cérébraux, essayer de faire en sorte que le patient n'ait pas de facteurs de risque. Et puis si vous voyez qu'à la consultation, le patient fait des crises répétées et peut-être qu'il est mal équilibré sur son traitement, à ce moment-là, il faut probablement très rapidement l'envoyer vers un neurologue et décaler la chirurgie si c'est possible. Nos médicaments, alors c'est une classification qui avait été proposée en 2012. Finalement, il y a ceux qui ne vont pas augmenter vraiment le risque d'épileptique, typiquement les benzodiazépines, le thiopindal, et puis d'autres qui sont en doute, qui potentiellement pourraient augmenter les risques. Ça peut vous choquer, il y a le propofol dans ceux-là. En fait, ça dépend de la dose de propofol sur des petites doses. Il y a quelques articles qui décrivent finalement des crises. La kétamine, le sévoflurane, si vos patients sont épileptiques, c'est une question à poser. Des articles décrivent finalement une favorisation des crises. Donc voilà, choisir vos médicaments en fonction. Après, c'est toujours aussi une question de bénéfice-risque. Si le bénéfice est majeur à utiliser cette molécule, peut-être que chez un patient équilibré, le risque est moindre. Et puis, il y a les traitements des patients. Alors, vous avez ici toute la liste des principaux traitements antiépileptiques. Ce qui est important, donc vous avez ici le Dilidan, c'est un grand classique, la dépakine. Et ce qu'il faut savoir, ça va être les effets secondaires et surtout les inducteurs enzymatiques. Pourquoi les inducteurs enzymatiques ? Parce qu'ils peuvent interagir avec vos médicaments. Typiquement, on va avoir une accélération de certaines clairances, par exemple pour le fentanyl, et surtout ça va être sur les curares. Vous pouvez avoir des modifications finalement de la pharmacocinétique des curares avec une baisse de l'intensité, un raccourcissement des durées d'action. Et en fait, pour lutter contre ça, en fait, pour adapter vos thérapeutiques, bien sûr, c'est le monitorage qui est toujours recommandé et qu'il faut bien mettre en place, particulièrement chez ces patients. Et puis, il y a les nouveaux médicaments, enfin, ce nouveau entre guillemets, le Climpral, le Vinpat. Ceux-là, ils ont beaucoup moins d'effets, beaucoup moins d'interactions. Donc, c'est vrai que c'est ceux qu'on va essayer de favoriser, si possible, mais surtout, aucun arrêt durant la prise en charge. Et puis, si la crise survient, bien sûr, c'est l'algorithme que vous connaissez tous, c'est celui d'Andrea que je vous ai mis là, d'Anis Vasseur. Mais donc, voilà, une prise en charge classique, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais sur comment prendre en charge la crise d'épilepsie si elle survient et surtout l'état de mal derrière. Maintenant, toutes les questions sur la neurochirurgie. Nos patients de neurochirurgie, ils sont à fort risque de crise d'épilepsie. On est sur 35 à 70% d'épilepsie, c'est énorme. Et beaucoup d'entre eux, en fait, de 20 à 40% vont arriver finalement dans la maladie avec une crise d'épilepsie qui va faire découvrir finalement leur tumeur principalement. Dans 10 à 40% de ceux qui n'auront pas eu des crises d'épilepsie initiales, ils vont en développer au cours de leur cursus. Donc, c'est vraiment des patients identifiés. Est-ce que chez eux, particulièrement, il faut éviter la survenue de la crise, être dans la prévention et mettre en place de la prophylaxie. Et ça, ça va dépendre aussi peut-être du type de chirurgie. Est-ce que c'est dans les chirurgies tumorales ? Est-ce que c'est dans le trauma crânien ? Est-ce que c'est dans l'hématome sous-dural ? Je ne vous ai pas listé toutes les autres, je vais vous parler rapidement que de celle-là. Alors, bien sûr, finalement, donc, il y a déjà la neurolésion qui existe. Là-dessus, donc une agression initiale qui, elle, est pourvoyeuse de crise d'épilepsie. Après, vous rajoutez la chirurgie et tout le périopératoire dont je vous ai parlé, avec tous les facteurs de risque qui vont avec. Forcément, vous favorisez le risque d'une épilepsie, si elle n'était pas déjà en préopératoire. Donc, faut-il faire une prophylaxie ? La prophylaxie, ça va avoir des conséquences. Typiquement, les médicaments qu'on va utiliser ont des effets secondaires, donc il faut le savoir. Même le Keppra, dont tout le monde parle souvent, qu'on voit beaucoup, a des effets secondaires, surtout sur le type de stress ou les décompensations psychiques. Vous avez des modifications de qualité de vie. Mettre un patient sous antiépileptique, ça a des conséquences pour sa vie personnelle, typiquement la conduite. Et les modalités d'arrêt de ces traitements ne sont pas simples. On ne peut pas arrêter un antiépileptique comme ça et laisser partir le patient. C'est un accord avec les neurologues. Pour eux, c'est une surveillance. Généralement, c'est des EEG peut-être à répétition avec un patient qu'on ne va pas renvoyer
chez lui comme ça, sans plus de surveillance, c'est un risque médico-légal derrière d'arrêter des antiépileptiques sans encadrement particulier. Donc ça veut dire finalement aussi peut-être créer une association avec les neurologues, c'est mettre en place un projet thérapeutique. Donc c'est pas simple, il faut des filières pour ça. Quels sont les facteurs de risque en neurochirurgie? Quand là, je vous parle surtout de tout ce qui est tumoral, c'est beaucoup de facteurs de risque finalement assez intuitifs, mais voilà, qui ont été décrits dans la littérature, typiquement la dimension de la tumeur, sa localisation. Faites attention, on dit que tout ce qui est en sus-tentoriel est plus pourvoyeur de crise d'épilepsie que tout ce qui est fosse postérieure, mais il y a des tumeurs de fosse postérieure qui ont été associées à des crises d'épilepsie. Donc, ce n'est pas forcément parce que c'est en fosse postérieure que le patient n'aura pas de crise. Tout ce qui est l'histologie, je vais vous en parler sur la diapositive d'après, tout le caractère infiltrant ou non, toute la réaction aussi autour de la tumeur. Est-ce qu'elle est résécable? Est-ce qu'il y a une part hémorragique? Est-ce qu'il y a une part infarcie? Est-ce qu'il aussi y a de l'œdème périlésionnel? Et les traitements qui vont pouvoir être mis en place. Tous ces facteurs de risque, finalement, vont participer, tous ces facteurs vont participer au fait que le patient ait un risque élevé ou non d'épilepsie. Et là, je vous ai mis les différentes tumeurs. Ce qu'on voit, c'est que les tumeurs gliales sont extrêmement pourvoyeuses de crise d'épilepsie, avec les gliomes aussi. On est à 30 à 50%. Vous voyez aussi beaucoup peut-être les métastases, de 20 à 35%, et d'autant plus si vous êtes sur des métastases de mélanome ou des métastases qui ont saigné. Donc, on est sur des patients qui ont un fort risque d'épilepsie. Les lymphomes, c'est un peu moins, mais on reste quand même aux alentours de 10%. Donc, c'est vraiment une question, est-ce que ce patient, quand je le vois en consultation, est-ce que j'introduis une prophylaxie? Si oui, pour combien de temps? Comment je l'arrête? Ce n'est pas forcément évident. Je vous mets ici une revue de la littérature qui date de 2014 et qui avait relevé toutes les études donc jusqu'à 2011. Donc là, vous avez 6 études. Et la question, c'est prophylaxie, pas prophylaxie au bloc opératoire. Et en fait, il n'y a pas l'air d'avoir de différence sur la survenue d'une crise d'épilepsie si vous faites une prophylaxie ou non. Une étude plus récente, là c'était en 2020, donc 313 patients, vous avez 207 qui n'avaient pas de prophylaxie, 109 qui avaient une prophylaxie par Keppra avec des doses différentes suivant, et ils le maintenaient de 15 à 30 jours. Et en fait, sur leur critère principal qui était la survenue de crise, pareil, le taux de crise était similaire dans les deux groupes. On passe de 10,1% sans prophylaxie à 9,2% sous ceux qui étaient sous Keppra. Donc finalement, cette étude aussi ne va pas en faveur de mettre une prophylaxie. On n'arrive pas finalement, on ne fait pas de différence en tout cas avec ou sans. Ils avaient peut-être un facteur de risque qui était identifié. C'était les patients qui avaient un infarctus post-opératoire. Cela était souvent avec plus de crises d'épilepsie que les autres. En tout cas, nos collègues neuro-oncologues, finalement se sont réunis et ont défini des recommandations en 2021. Et ils estiment, alors là c'est pour le patient en dehors de sa chirurgie, le patient chez qui on fait une découverte de tumeur intracérébrale, on ne mettra pas de prophylaxie antiépileptique s'il n'a pas crisé avant en fait, sa découverte. Et si vous le prenez vous en charge en périopératoire, pareil, il n'y a pas d'indication à le mettre sous antiépileptique. Alors, je ne sais pas quelles sont vos pratiques de soins. Nous, ça a changé. C'était des patients qu'on mettait sous antiépileptiques et depuis, donc, on ne les met plus. Il n'y a plus de prophylaxie. Qu'est-ce qu'il en est du trauma crânien? Le trauma crânien, c'est finalement une physiopathologie un peu différente, mais on s'en rapproche. On est sur une fréquence qui va varier suivant les études. Là, on est sur 6% sur la dernière étude que j'ai vue, avec un processus d'épileptogénèse qui peut prendre du temps. Il ne va pas forcément criser à la prise en charge initiale. Ça peut mettre du temps, mais ça peut mettre jusqu'à plusieurs années derrière pour vraiment développer des crises d'épilepsie qui seront quand même rattachées à son traumatisme initial. On a soit des crises qui vont être donc très précoces, on parle des crises de moins de 24 heures, soit des crises aiguës dans les 7 jours, et puis vous avez toutes les crises tardives à plus de 7 jours, et là on parle vraiment d'épilepsie post-traumatique. Est-ce que ces patients-là, il faut, surtout pour couvrir peut-être la période aiguë, les mettre sous antiépileptique? Et là, c'est les recommandations de la SFAR de 2016 qui disaient que chez le traumatisme crânien grave, qui n'a pas fait de crise à la prise en charge initiale, il ne faut pas mettre de prévention primaire antiépileptique dans le but de diminuer l'incidence de l'épilepsie.
Si, pour des raisons de facteurs de risque identifiés, vous avez décidé quand même de le mettre sous antiépileptique, ça va être le Keppra qui sera la molécule proposée par ces recommandations. Ce n'est pas forcément en accord avec les recommandations nord-américaines qui étaient sorties de manière assez similaire, qui, elles, proposaient plutôt une prophylaxie et plutôt sur du phénytoïne. Donc en fait, ça montre que tout le monde n'est pas encore exactement d'accord là-dessus. En tout cas, nous, voilà, c'est nos recommandations françaises. Bien sûr, si le patient a crisé, c'est autre chose. Qu'en est-il des hématomes sous-duraux? Ça aussi, vous les prenez souvent au bloc opératoire pour une évacuation en urgence. La physiopathologie, elle est à la fois proche du trauma crânien s'il y a eu un trauma associé, mais aussi liée à la pathologie vraiment de l'hématome sous-dural, sur la décompensation de l'hémoglobine, la décomposition de l'hémoglobine, sur l'évacuation chirurgicale, les variations de pression qui en elles-mêmes vont créer des lésions supplémentaires et donc favoriser la survenue d'une crise d'épilepsie. L'incidence, elle est variable. On est de 24 à 28% souvent sur les aigus, donc plus à risque, et on peut être aux alentours de 11% sur les chroniques. Pareil, il y a des facteurs de risque qui ont été identifiés, la sévérité du traumatisme, est-ce qu'il y a un éthylisme associé, est-ce qu'il y a un âge élevé, est-ce que finalement on va à la craniotomie, c'est chez patient. Tous ces facteurs de risque sont identifiés comme patients qui sont à risque d'une survenue de crise. À l'heure actuelle, néanmoins, il n'y a pas vraiment de recommandations claires. Il y a encore des débats, chaque année, il y a des cohortes qui sortent sur les hématomes suduraux avec ou sans épilepsie et pas épilepsie. Je ne vous ai pas mis toutes les études parce que je pense que c'est un sujet en soi. Il y en a une dernière qui est sortie en 2023, là, mais qui dit que finalement, sur les hématomes sous-duraux, on n'arrive pas à mettre en évidence un effet positif, finalement, de la prophylaxie sur la survenue de crise. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment d'argument pour recommander, surtout sur du chronique, une prophylaxie antiépileptique. Sur les aigus, ça peut être un peu plus discuté. Il y a des scores qu'ils essayent de sortir, le GATE 24 qui est sorti il n'y a pas très longtemps pour essayer d'identifier vraiment les patients à risque. À l'heure actuelle, ça va être une discussion peut-être avec vos collègues, surtout les neurochirurgiens, j'imagine. Si en tout cas vous devez mettre une prophylaxie antiépileptique, ça sera plutôt le Keppra sur 7 jours, un peu comme le traumatisé crânien que propose la SFAR. Quelle est la molécule finalement la mieux? Donc moi, je vous ai parlé du Keppra. Je vous ai dit que les Nord-Américains, c'est la phénytoïne. Vous avez cette étude qui est sortie donc en 2022 et qui finalement essaie de répondre, OK, si on met une prophylaxie, mais quelle est la molécule la plus adaptée? C'est donc une méta-analyse qui a revu 30 études. On est sur 6 études randomisées, 9 prospectifs et 15 rétrospectifs. Beaucoup de patients, 7600. Beaucoup de traumatisés crâniens dans cette population, mais ils avaient quand même des hémorragies méningées, des hématomes intracrâniens et tout ce qui est chirurgie tumorale. Et bien, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas de différence sur la survenue de l'événement si vous êtes sur du Keppra versus pas d'antiépileptique, ce qui va dans le sens finalement des recommandations 2021 je vous ai montré des neuro-oncologues. Le Keppra versus les autres prophylaxies, pareil, pas de différence. Par contre, sur les effets secondaires, le Keppra semble la molécule finalement la plus adaptée, parce qu'on passe de 8% versus 21% lorsqu'on est sur d'autres molécules. Se pose la question aujourd'hui, je pense que vous avez du Vimpat que vous voyez de plus en plus prescrit. Il n'y a pas d'études qui ont comparé pour l'instant de ce que je sais en Keppra Vimpat. Le Vimpat, on sort un peu de ses indications habituelles parce que c'est plutôt, d'abord c'était sur les crises partielles. Maintenant, ils peuvent l'utiliser dans tout ce qui est crise généralisée. Dans le contexte du périopératoire, à ma connaissance, il n'y a pas encore de données très franches, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est. Donc en finale, surtout pour tout ce qui est chirurgie conventionnelle chez le patient épileptique, l'objectif c'est de maintenir au maximum ces traitements habituels, pas de rupture de traitement. Essayez d'adapter votre périopératoire pour éliminer les facteurs de risque, les troubles métaboliques, l'hypoglycémie, c'est le grand classique, l'hypocapnie chez ces patients. Peut-être adapter votre monitorage. Je ne vous ai pas parlé du BIS, mais pour l'instant, il n'y a pas de recommandation spécifique sur ce type de monitorage sur la surveillance de l'épilepsie péropératoire. Et sur tout ce qui est à neurochirurgie, on n'est pas toujours tous d'accord encore sur toutes les indications, mais pour l'instant, la prophylaxie, ce qui n'est pas le cas avant maintenant, elle n'a plus sa place. Et si elle a sa place,
En France, c'est plutôt aller vers le KEPRA, 7 jours, et discuter la place du VINPAD. Bien sûr, ça c'est les études à venir. Voilà, je vous remercie pour votre attention.